puis le porte-parole du Viagra. C'était très important à cause de la stigmatisation. Il fallait vraiment quelqu'un de très respecté, de très conservateur. Vous ne pouvez pas choisir un hippie ou une vieille star du rock pour parler de la dysfonction érectile. Si vous voulez pénétrer le marché de l'Amérique moyenne, il faut un conservateur, car ils sont plus nombreux que les hippies. C'était la personne idéale. Sénateur, venant du Sud, ancien combattant, très respecté, parfait pour parler de la dysfonction érectile. Ça a vraiment convaincu beaucoup de gens qui se sont dit, si Bob Dole a le courage d'en parler, moi aussi je peux. Ich liebe meine Frau, weil sie beim Scrabble Wörter erfindet, die in keinem Wörterbuch stehen. Weil sie vom VfL Dortmund spricht, um mir beim Fußball zu imponieren. Und weil sie mich wegen meiner Erektionsstörung nicht unter Druck setzt. Ich will sie nicht verlieren. Darum gehe ich jetzt zum Arzt. With the production of a drug like Viagra, what you have industry doing... Avec un médicament comme le Viagra, l'industrie a réussi à nous convaincre que la moindre variation de rigidité de la verge, si elle n'est pas de 100% en toutes circonstances, constitue une dysfonction, une maladie qui requiert un traitement. It's an illness, and that it needs to be treated. So where before we had a group of... Avant, il y avait un certain nombre d'hommes âgés qui avaient d'autres pathologies, avec pour conséquence d'être impuissants. Mais cela représentait un marché bien trop étroit pour un médicament comme le Viagra. Aujourd'hui, on pousse les adolescents à croire que si les choses ne sont pas parfaites à chaque fois, c'est qu'ils sont malades, et que le médicament est la réponse à leurs problèmes. Peut-être que c'est la fatigue. Peut-être que c'est à cause du chien qui regarde. Peut-être que c'est le film qui a coupé mon élan. Peut-être que j'ai trop mangé. Peut-être que c'est à cause de la crise. Et si ça n'avait rien à voir? Ne cherchez plus d'excuses. La majorité des patients souffrant de problèmes d'érection peut être traitée, vous aussi. En ouvrant le journal à la page des sports la semaine dernière, j'ai vu une pleine page de pub pour Cialis, un médicament contre la dysfonction érectile, comme le Viagra. Une autre manière d'élargir le marché, c'est de prendre un médicament dont l'usage est occasionnel ou même régulier, comme un médicament contre la dysfonction érectile. Quand un homme souhaite avoir un rapport sexuel, il pense à prendre son Viagra ou son Cialis, on peut le comprendre. Mais dans cette pub, deux choses ont attiré mon attention. D'abord, il y avait un coupon qui disait « Découpez cette pub et apportez-la à votre médecin pour un essai gratuit ». Je me suis dit, voilà du bon marketing. Impliquer le patient dans la gestion de ses troubles. Mais surtout, la pub disait « Prenez Cialis tous les jours pour être prêt ». Jouant sur ce stéréotype très masculin, il faut toujours être prêt, on ne sait jamais, vous ferez mieux alors d'avoir pris votre Cialis. Brillant marketing, c'est devenu un médicament de chaque jour. On dit que ça prend un paresseux. Qui baisse facilement les bras. Un faible. Quelqu'un qui manque d'ambition. Un irresponsable. Un perdant. Ou quelqu'un qui manque de courage pour faire une dépression. La dépression est une maladie. Personne n'est à l'abri. Un bon exemple de marketing d'une maladie, c'est celui de la dépression. Dans les années 60-70, l'anxiété était un diagnostic très répandu. La famille de médicaments pour traiter ces troubles étaient les benzodiazépines, comme le Librium et le Valium.
et tous ces médicaments qu'on appelle les anxiolytiques. That are in fact called anxiolytics, okay? And with drug companies Le marketing des benzodiazépines allait de pair avec le marketing de l'anxiété. Les généralistes étaient encouragés à diagnostiquer des troubles de l'anxiété quand ils voyaient des patients au bord des larmes, fatigués, mais aussi nerveux et anxieux. On leur disait, vous avez un trouble de l'anxiété, on va vous prescrire du Valium. Mais dans les années 80, on a réalisé que cette classe de médicaments rendait les patients accros. Médecins et malades sont partis en courant. Oh mon Dieu, on ne va pas donner des médicaments qui rendent les gens dépendants. Et la voie était alors libre pour que la dépression entre en piste. You know when you feel the weight of sadness. You may feel exhausted, hopeless, and anxious. Whatever you do, you feel lonely and don't enjoy the things you once loved. Things just don't feel like they used to. These are some symptoms of depression, a serious medical condition affecting over 20 million Americans. This led industry to persuade people that when they thought Ça a permis à l'industrie pharmaceutique de convaincre les patients qu'en fait, ils n'étaient pas anxieux, que derrière ce qu'ils pensaient être leur anxiété, il y avait une maladie. Ils étaient déprimés, et d'expliquer que cette maladie était causée par un déséquilibre de la sérotonine, mais que les médicaments étaient comme des vitamines, et qu'ils allaient remonter le niveau de sérotonine. Depression may be related to an imbalance of natural chemicals between nerve cells in the brain. You just shouldn't have to feel this way anymore. Only your doctor can diagnose depression. Everybody can recognize symptoms. Tout le monde peut en reconnaître les symptômes. La dépression est diagnostiquée quand on a au moins 5 symptômes sur une liste de 9 pendant une période d'au moins 2 semaines. Ces symptômes sont par exemple la tristesse, la perte de plaisir, la perte d'appétit, de concentration dans les tâches habituelles, et bien sûr, des pensées morbides, des ralentissements des mouvements, et ainsi de suite. Comme vous pouvez le constater, bien des gens peuvent avoir ces symptômes de tristesse, de perte d'appétit, de fatigue, etc., pendant plus de 2 semaines, après toutes sortes de stress. Le problème, c'est que ces critères ne sont pas uniquement utilisés par des spécialistes, qui sauraient faire la différence entre une réaction normale à une perte d'emploi, de proches, une trahison, etc., et une véritable maladie mentale. En tout cas, certains sauraient. Mais le problème, c'est que ces critères sont devenus tellement déifiés dans la culture médicale qu'ils sont devenus la définition même d'un désordre mental. Depression is emotional, sadness, loss of interest, and it's physical too. Aches, pains, fatigue. 5 symptômes sur 9, c'est assez arbitraire. Peut-être que des gens qui ont moins de 5 symptômes peuvent avoir tout de même une dépression. Dans les questionnaires chez les médecins, il est d'ailleurs dit que si vous avez moins de 5 symptômes, vous pouvez tout de même être considéré comme ayant une dépression mineure. Vous voyez comment, à partir de cette liste de symptômes, on vous embarque dans une direction où pratiquement tout épisode de tristesse dû à un événement difficile devient une maladie traitée quasiment automatiquement avec un médicament. Il existe une maladie qui touche aujourd'hui plus de 3 millions de personnes en France. Une maladie qui peut vous empêcher de parler, de rire, de manger, de travailler, de dormir ou de vous lever le matin. À la fin des années 90, la famille d'antidépresseurs appelée inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine est arrivée en bout de brevet. L'industrie pharmaceutique avait donc un problème. Elle aurait pu inventer une nouvelle classe de médicaments plus efficace et dire aux médecins « Les patients que vous traitez pour dépression sont bien déprimés. Mais nous avons maintenant un nouveau médicament plus efficace.
better group of drugs to treat them with. Problem for industry. Le problème, c'est que l'industrie pharmaceutique n'avait pas de médicaments plus efficaces. Better than the older drugs that were there beforehand. And it seemed La stratégie a donc été de reproduire ce qu'elle avait fait 20 ans auparavant, quand elle avait transformé les patients anxieux en patients déprimés. done 20 years beforehand, which was to convert patients who had been seen as being anxious over into cases of depression. But now, Cette fois, elle a convaincu les patients déprimés qu'ils étaient en fait bipolaires. bipolar disorder. Bipolar disorder is challenging and can affect your job, family, and friends. For years, I had severe mood swings, racing thoughts, unusually high energy, and was extremely irritable. When you had manic depressive illness, you often Quand un patient maniaco-dépressif est en phase maniaque, cela signifie qu'il reste des mois à l'hôpital. hospital, and you remained ill for months. When you went De même, quand il est en phase dépressive, extremely severe, c'est un trouble très sévère qui peut conduire au suicide. lead to you Et les gens sont hospitalisés pendant des mois. months. From industry's point of view, Du point de vue de l'industrie pharmaceutique, changer l'appellation maniaco-dépression en trouble bipolaire signifie qu'elle peut cibler les variations d'humeur normales que nous avons tous. of mood that we all have. Bipolar disorder is the same thing as manic depression. Knowing the name helps you understand what's happening to you, but it doesn't make it any easier to deal with. You're so high, so low. Bipolar 1 disorder, as it was termed, Le trouble bipolaire 1, comme on l'appelle maintenant, correspond à la maniaco-dépression classique. But industry have been able to pick up research. Mais l'industrie a réussi à mettre en avant des recherches qui suggèrent qu'il existe aussi un trouble bipolaire 2, Bipolar 2 disorder, and bipolaire 3, 3 disorder, bipolaire 4 4 disorder, and et un bipolar spectre bipolaire. disorder. And what these refer to are progressively Ces différents termes recouvrent une définition de plus en plus allégée de la maladie, so that you au point d'inclure les variations d'humeur que l'on peut avoir au cours d'une journée. where if you or I have our mood going up and down during the course of the day, if you on a Monday morning, Il peut arriver que le lundi matin, comme beaucoup d'entre nous, vous vous sentiez d'humeur maussade. that's low mood, and Cela va s'arranger au fil de la journée. things have gone well, you're going to be in much better form. If you keep a mood diary, Mais si vous tenez un carnet d'humeur, comme l'industrie recommande de le faire, vous allez dessiner une courbe dans votre carnet. on the diary, and you're Et vous êtes conduit à penser, tout comme votre docteur, qu'une courbe comme cela, même au cours d'une même journée, est la première indication d'un trouble bipolaire. are in fact the early forms of bipolar disorder. And of course, Et bien sûr, docteur, il faut traiter au plus tôt la maladie avant qu'elle ne devienne plus sévère et presque impossible à guérir. more severe and untreatable. There's a tremendous pressure now. Il y a une énorme pression aujourd'hui compte tenu de la définition de ces maladies et de la facilité à distribuer des médicaments pour les traiter. Pressure on people. Une pression pour que les gens fonctionnent socialement à tout moment au maximum de leurs possibilités. Et si ce n'est pas le cas, s'ils sont entravés dans leur rôle, comme disent les psychiatres, alors c'est qu'il y a un problème et qu'il faut tout de suite le traiter avec un médicament. Cela peut se discuter, mais il me semble que dans le monde que nous construisons pour nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, il n'y aura plus la possibilité d'exprimer toutes les émotions humaines.と言われてきました。誰もがかかる可能性があるけれども治る病気であるという意味です。でその背景には優れた薬抗うつ薬の開発があります。
うつ病になったらまず抗うつ薬を処方する。実際に最新のアメリカの研究でも 65% の人にこの抗うつ薬は効果があるということが実証されています。Ce que nous avons vu au Japon, c'est ce qu'on appelle un méga projet marketing. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de changer les esprits par rapport à un produit, mais on tente de changer l'environnement dans lequel on veut placer le produit. いつからですか？うつかもしれないっていつから悩んでるんですか？いつから我慢してるんですか？うつは1ヶ月辛かったらお医者さんへ。それ以上我慢しないでください。Les psychiatres japonais considéraient la dépression comme une maladie rare au Japon. Ils ne la diagnostiquaient pas souvent. L'industrie pharmaceutique a fait un lobby très moralisateur auprès du gouvernement pour lui prouver que les patients japonais n'étaient pas bien traités. Ensuite, elle a mis sur pied une campagne afin de réduire le sentiment de honte qu'un Japonais peut ressentir s'il est triste, déprimé, ou si quelque chose ne va pas et le ferait rester chez lui sans consulter un médecin. Cette campagne avait pour but de normaliser la maladie mentale. Il y eut beaucoup d'interviews de personnalités, de vedettes de la télé, des articles dans la presse pour familiariser le public avec l'idée de la dépression. Le mot même de dépression en japonais, Utsubio, qui signifiait dépression majeure, a été changé par une grande campagne de communication. Lorsque les Japonais entendaient ce mot dépression, Utsubio, cela évoquait quelque chose de très grave, quelqu'un d'hospitalisé. La notion a été changée pour celle de Kokoro no Kaze, ce qui signifie un rhume du cœur ou un rhume de l'âme. Cette terminologie signifiait plusieurs choses. D'abord, attraper un rhume, c'est assez courant. Cela ne fait pas de vous l'un de ces cinglés bons enfermés. C'est un rhume. Beaucoup de gens ont un rhume, et donc ce n'est pas si grave. Ensuite, les Japonais sont de grands consommateurs d'antibiotiques. Et donc, un rhume, cela signifiait que c'était guérissable par un médicament. Et bien sûr, l'âme, c'est très poétique. Cela résonne bien avec la culture japonaise. Tout cela a vraiment changé la perception des Japonais et créé ce concept de dépression mineure que le généraliste pouvait désormais traiter et que le gouvernement a même reconnu. Jusque-là, il ne voulait pas entendre parler de cette poignée de déprimés. Mais là, le gouvernement a compris que la dépression pourrait contrecarrer la productivité des travailleurs japonais. Du coup, cela prenait tout son sens de traiter la dépression. One important aspect was when un élément important a été lorsque la cour impériale a reconnu que la princesse souffrait aussi de dépression et qu'elle était soignée pour cela.
On ne pouvait rêver d'une meilleure notoriété pour la cause. À part l'empereur lui-même, évidemment. C'était fabuleux. Ça commence toujours comme ça. L'industrie dit « Laissez-moi faire cela pour vous. Laissez-moi mettre sur pied cette campagne anti-stigma, ces essais cliniques. Laissez-moi faire pression sur le gouvernement. » Et les psychiatres japonais, en particulier, ceux payés par l'industrie bien sûr, pensent qu'ils font ce qui est juste. Mais à un moment donné, les intérêts divergent. D'un point de vue commercial, et c'est vrai dans tous les domaines, les industriels ne s'arrêteront pas avant que chacun, homme, femme, enfant, consomme leurs médicaments. Les psychiatres, évidemment, veulent descendre du train avant d'en arriver là. Mais une fois le train lancé, il est très difficile à arrêter. N'oubliez pas ce que c'est le marketing à l'échelon des médecins qui prescrivent. N'oubliez jamais ça, c'est 10 visites par semaine, c'est 1 heure, quelquefois 2 heures par semaine avec des gens qui viennent vous ressasser les mêmes choses. C'est les journaux qu'on appelle médicaux, qui sont la propriété de l'industrie pharmaceutique, qui répètent les mêmes choses. C'est les leaders d'opinion, comme on dit, qui sont des grands, on dit toujours grands, professeurs de médecine qui prennent le porte-voix et qui circulent d'amphithéâtre en amphithéâtre pour vanter les succès spectaculaires et remarquables de tel ou tel truc, moyennant finance bien entendu. Difficile de résister. Sur ce document, on voit les acteurs clés du marché des médicaments antipsychotiques aux États-Unis. Il y a les instances de contrôle, les payeurs, les acteurs sociaux et médicaux, les fabricants et tous sont liés entre eux. Autour des patients, il y a les amis, les collègues, la religion, les groupes de patients. De même, autour des commissions de contrôle, il y a les législateurs, les médias, etc. Tous ces acteurs clés sont étudiés pour qu'ils participent au succès du médicament. Le secret du succès réside dans la science. Comment produire les éléments scientifiques qui vont convaincre tous ces gens que c'est le meilleur, le seul traitement pour telle ou telle maladie. 85% des essais cliniques, et même 97% des essais cliniques les plus importants, sont financés par l'industrie pharmaceutique. Or, on a montré qu'il y a 5 fois plus de chances pour qu'un essai financé par le privé conclue à l'efficacité du médicament qu'une étude financée par la recherche publique pour le même médicament. C'est pas mal comme ratio. On a tendance à penser que les études scientifiques sont objectives et ne sont pas biaisées. Mais la nature du système fait que les firmes pharmaceutiques conçoivent elles-mêmes les essais cliniques pour aider à la vente de leurs médicaments. Et les firmes ont la main mise sur les données cliniques exactement comme Coca-Cola possède la recette du Coca. Là où l'industrie pharmaceutique est particulièrement efficace, c'est dans le contrôle, dans sa capacité à coopter des médecins qui n'ont aucun lien avec elle. Des médecins qui n'ont jamais touché un centime de sa part, qui pensent même être assez hostiles à l'industrie pharmaceutique, et qui proclament « Nous nous déterminons sur des bases scientifiques. Nous voulons voir la preuve scientifique pour avoir un avis. Nous ne décidons pas parce que nous sommes payés par l'industrie, ni parce qu'on nous invite à des congrès, mais parce qu'on a une preuve. » Le problème majeur, c'est que par rapport aux années 60, aujourd'hui, l'industrie a le contrôle de cette preuve scientifique. L'industrie dirige les essais cliniques, tous les essais. Quand j'étais à l'université en 1980-82, nous passions des heures à disséquer des essais cliniques,
à chercher les erreurs méthodologiques et l'on trouvait des problèmes. Mais je ne peux me souvenir d'une seule fois où il nous serait venu à l'idée que le problème était lié à des enjeux commerciaux. Bien sûr, la science est imparfaite, mais nos professeurs n'avaient aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. C'était du jamais vu. C'était insensé. Aujourd'hui, on voit bien que les articles sont truffés d'erreurs. Et si on pouvait mettre des lunettes de vérité, on verrait les grands professeurs marcher dans les couloirs des hôpitaux, habillés comme des pilotes de Formule 1. Sur leur blouse blanche, il n'y aurait pas écrit Pennzoil et Mobil. Il y aurait Merck, Pfizer, MGM, etc. parce qu'ils sont financés par l'industrie. Vous êtes jeune et vous souffrez d'un mal de dos persistant, un vrai cauchemar quotidien. Même au repos, la douleur vous enflamme. Ce mal de dos peut cacher une spondylarthrite ankylosante. Une maladie douloureuse et handicapante qui se traite bien si on la dépiste à temps. La spondylarthrite ankylosante, parlez-en à votre médecin. Informez-vous sur domieux.com, une initiative de la Société française de rhumatologie en partenariat avec Pfizer. L'Internet permet aux gens de sentir qu'ils se prennent en charge, en allant chercher toute l'information médicale possible et imaginable. Ils peuvent aller directement sur les sites des journaux médicaux, ils peuvent trouver des tas de sites avec des données médicales où les maladies sont répertoriées et décrites. Ils peuvent échanger avec leurs amis ou sur des forums avec des gens souffrant des mêmes maux. Il y a cette idée que non seulement les gens ont ainsi plus de pouvoir, mais que c'est ainsi qu'ils seront de bons patients. Qu'un bon patient doit connaître toutes ces informations avant même d'aller chez le médecin. Que vous n'allez pas voir le médecin en vous en remettant à son autorité, mais qu'il y aura comme une négociation avec lui autour de votre traitement. Évidemment, il y a là un piège, car Internet cache très bien la provenance de l'information. Alors, je vous propose de faire quelque chose, je viens d'apprendre, en sortant de chez mon Toubib, que le mal de dos que j'ai depuis des années, que je me traîne et qui fait que le matin j'ai du mal à me réveiller, que j'ai l'impression d'être complètement rouillé, que je mets 1 heure à me dérouiller et que la douche n'y suffit pas, eh bien justement j'ai vu à la télévision au moment de la Coupe du Monde de football ce spot de Franck Leboeuf où il me disait finalement le mal de dos c'est la spondylarthrite ankylosante et il y a un médicament qui existe. Alors ben qu'est-ce que je fais quand je suis rentré de chez mon Toubib? J'ai été voir sur mon internet préféré, et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le nom de cette campagne, dont je me souviens parce que c'est pas difficile de s'en souvenir, ça s'appelle Dos au mur. J'ai découvert ma maladie en 2000, elle a été diagnostiquée suite à des douleurs répétées au niveau des cervicales. Alors la spondylarthrite ankylosante est un rhumatisme inflammatoire qui se caractérise par des douleurs nocturnes et des dérouillages matinales essentiellement. D'abord, Si je continue d'écouter ce film, finalement je vais me dire, il me parle du mal de dos et tout ce qu'il décrit comme symptômes de façon précise, là il vient de dire le soir, il est fatigué, oui, moi aussi je suis fatigué, le matin il a du mal à se déverrouiller, oui, moi aussi j'ai du mal à me déverrouiller, bref, je me retrouve bien dans ce témoignage. Alors je veux en savoir plus, j'ai vu qu'il y avait un grand docteur. Les sociétés savantes, comme la Société française de rhumatologie, n'ont pas pour objectif unique de faire des travaux scientifiques dans des laboratoires qu'on appelle des travaux fondamentaux. Les sociétés savantes ont aussi pour mission de participer à toutes les actions qui conduisent à mieux connaître les maladies rhumatismales. Déjà, c'est une société savante, ça fait sérieux. Et je vois déjà une chose qui m'étonne, c'est que je vois ce monsieur, qui est donc un professeur des hôpitaux publics, je le vois avec derrière lui, en fond d'écran, Pfizer. Et c'est marrant parce que je le vois en haut à gauche et en bas à droite. C'est drôle parce que je me rappelle avoir écouté un ami qui est un spécialiste du marketing m'expliquer que c'était les deux endroits importants dans une image, à partir du moment où le centre était occupé par quelqu'un. Et donc,
Bon, c'est peut-être pas un hasard si finalement j'ai cette image. Et tout ce que va me dire finalement ce docteur, c'est quoi?